Salut à tous les amis de la chaîne Smart SVT. On est toujours dans la deuxième unité, l'information génétique, sa nature, sa transmission, son expression. Et dans cette vidéo, on va traiter un exercice sur le cycle cellulaire. Ça intéresse les deuxième années SVT, les deuxième années PC, mais aussi les premières années Sciences Maths et même deuxième année Sciences Maths. Ainsi, les objectifs de la vidéo seront toujours un entraînement à répondre aux questions de la deuxième partie, c'est-à-dire le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. On se voit après l'intro. Commençons par lire les données de l'exercice et souligner les termes et les expressions importantes. Lors de la transmission de l'information génétique d'une génération cellulaire à une autre, la cellule mère passe par une succession d'étapes comprenant une interphase et une mitose et constituant ce qu'on appelle un cycle cellulaire. Pour mettre en évidence quelques caractéristiques du cycle cellulaire, on propose l'exploitation des expériences suivantes. Donc le but de l'exercice, c'est d'étudier quelques aspects du cycle cellulaire. Expérience 1, première expérience. Des cellules vivantes sont mises en culture dans des conditions qui permettent la formation d'un tapis cellulaire en monocouche, puis on suit l'évolution du nombre de cellules en fonction du temps. Le tableau du document 1 montre les résultats. Alors, on a ici tapis cellulaire et monocouche. Voici un aspect de ce qu'on appelle une monocouche cellulaire. Donc les cellules vont croître, vont se multiplier, formant une seule couche, ce qui permet de les compter plus facilement. Donc on parle ici d'un tapis cellulaire. Alors les résultats sont consignés dans le tableau du document 1. Alors première question, déterminer en exploitant le document 1 la durée du cycle cellulaire des cellules étudiées. Donc on nous demande de déterminer la durée du cycle cellulaire. Commençons par exploiter le document 1 et on va préparer au fur et à mesure notre réponse. Alors qu'est-ce qu'on observe dans le tableau du document? Quand on passe de 0 à 40 heures, il y a donc 40 heures, et le nombre de cellules est passé de 2,5 qui multiplie 10 puissance 3 à 10 qui multiplie 10 puissance 3, c'est-à-dire 2500 à 10 000. Et pour passer de 2500 à 10 000 cellules, on doit multiplier le nombre par 4. Donc je vais noter cette première constatation. On constate que le nombre de cellules augmente de 2,5 10 puissance 3, c'est-à-dire 2500 cellules, à 10 qui multiplie 10 puissance 3, c'est-à-dire 10 000 cellules en 40 heures. Deuxième constatation, quand on passe de 40 à 80, également, le nombre de cellules est multiplié par 4. On passe de 10 000 cellules à 40 000 cellules. Je note donc cette deuxième constatation, puis le nombre de cellules passe de 10 000 à 40 000 également en 40 heures. Et enfin, de 80 à 120, 40 heures toujours, et le nombre de cellules est passé de 40 000 à 160 000, c'est-à-dire il a été multiplié par 4. Et donc, troisième constatation, et enfin de 40 000 à 160 000, toujours en 40 heures. Donc l'idée commune entre les trois constatations, c'est que le nombre de cellules est multiplié par 4 toutes les 40 heures. Et pour que le nombre de cellules soit multiplié par 4, j'ai besoin que chaque cellule fasse 2 divisions, 2 mitoses. Et donc chaque cellule réalise 2 mitoses pendant ou bien en 40 heures. Elle a besoin de 40 heures pour passer par 2 mitoses. Et qu'est-ce qu'on sait à propos du cycle cellulaire? Un cycle cellulaire, c'est quoi? C'est une interphase plus une mitose. Et donc avant que la cellule passe par la mitose, elle doit d'abord passer par l'interphase. Et donc elle passe, en 40 heures, elle passe 2 fois par l'interphase et par la mitose. Ainsi, la durée d'un cycle cellulaire serait de 20 heures, puisque deux cycles cellulaires ont besoin de 40 heures, donc un cycle cellulaire
il dure 20 heures. Alors, comment on va répondre à notre question? Ça, c'était l'exploitation du document. Passons à la réponse à la question. Alors, on pourrait répondre de la manière suivante. Donc, réponse à la question 1. On constate, d'après le document 1, que le nombre de cellules, et on va résumer nos observations. À la fin, on va déduire que la durée du cycle cellulaire est 2, et on va donner la durée du cycle trouvé. Par exemple, ici, c'est 20 heures. Alors, la réponse détaillée, la voici. On constate, d'après le document 1, que le nombre de cellules est multiplié par 4 toutes les 40 heures, ce qui exige 2 mitoses, chacune précédée d'une interphase. Et puisqu'un cycle cellulaire comprend une interphase et une mitose, la cellule effectue 2 cycles cellulaires en 40 heures. Et par conséquent, la durée d'un cycle cellulaire est de 20 heures. Passons à l'expérience numéro 2. On ajoute au tapis cellulaire de l'expérience précédente une substance qui réagit avec l'ADN et permet de mesurer la quantité d'ADN dans chaque cellule. Le document 2 montre la variation du nombre de cellules en fonction de la quantité d'ADN. Question numéro 2. Comparer la quantité d'ADN des cellules A à celle des cellules C et déduisez la phase du cycle cellulaire à laquelle appartient chaque type cellulaire, c'est-à-dire A et C. Alors remarquez que la question concerne les cellules A et C. Voyons le document 2. Alors qu'est-ce qu'on voit? Le nombre de cellules dans l'axe des ordonnées et la quantité d'ADN par cellule dans l'axe des abscisses. Et dans le diagramme, on trouve des cellules A, des cellules B et des cellules C. Alors, passons à l'exploitation du document. Alors, observez le document 2 et préparez sa réponse. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le document 2? Si je projette les cellules A sur l'axe des abscisses, l'axe de la quantité d'ADN, je trouve une quantité d'ADN de 35 UA, unité arbitraire. Donc, premier point à noter, quantité d'ADN dans les cellules A, c'est 35 UA. Maintenant, si je projette les cellules C, je trouve 70 UA. Donc, je note quantité d'ADN dans les cellules C, c'est 70 UA. Ça veut dire quoi? La quantité d'ADN dans les cellules C, donc c'est le double de la quantité d'ADN dans les cellules A. Ou bien, si vous voulez, la quantité d'ADN des cellules A est la moitié de celle des cellules C. Là, je vais faire appel à mes acquis, à mes connaissances. Ce diagramme, vous le connaissez sûrement. C'est le diagramme qui représente la variation de la quantité d'ADN au cours du cycle cellulaire. On trouve la phase G1, la phase S, la phase G2 et la phase M, c'est-à-dire la mitose. Puis on revient à la phase G1. Alors ici, les cellules A, ils ont 35 UA, quantité d'ADN, donc ils se trouvent ici. Alors que les cellules C, ils ont 70 UA, donc elles se trouvent là. Et donc je peux déduire que les cellules A appartiennent à la phase G1, ou bien se trouvent en phase G1, alors que les cellules C se trouvent en phase G2 ou au début de la mitose, dans les premières phases de la mitose. Et donc ma réponse serait comme suite. On observe dans le document 2, donc il faut toujours faire référence au document. On observe dans le document 2 que la quantité d'ADN des cellules A, et je donne ce que j'avais observé dans le document. Et à la fin, on déduit que les cellules A et les cellules C se trouvent dans la phase telle et ainsi de suite. Voyons la réponse détaillée à cette question. On constate dans le document 2 que la quantité d'ADN des cellules est comprise entre 35 UA et 70 UA. Les cellules A contiennent 35 UA alors que les cellules C en contiennent 70. 35 UA représente donc la quantité normale de l'ADN au début de l'interphase et 70 UA est la quantité d'ADN après la duplication.
On peut donc déduire que les cellules A se trouvent en phase G1 de l'interphase, alors que les cellules C se trouvent en phase G2 de l'interphase toujours, ou bien au début de la mitose. Par le seul critère de la quantité d'ADN, on ne peut pas savoir à coup sûr si les cellules appartiennent à G2 ou bien à la prophase, puisque la quantité d'ADN est la même pendant la phase G2, pendant la prophase, pendant la métaphase et même pendant l'anaphase. Expérience numéro 3. On prélève quelques cellules B. Donc maintenant, on va s'intéresser aux cellules B. On prélève quelques cellules B dont on observe les chromosomes au microscope électronique. Le document 3 montre deux exemples de micrographie observées à des temps successifs. Alors, question 3. Expliquez la différence de taille constatée entre les deux structures R1 et R2 et déduisez la phase du cycle cellulaire à laquelle appartiennent les cellules B. Donc il faut expliquer la différence entre R1 et R2 et déduire la phase du cycle cellulaire à laquelle appartiennent les cellules B. Voyons le document 3. Ici, on nous a présenté le document 3 en relation avec le document 2. Donc on a pris quelques cellules B dont on a observé les chromosomes au microscope électronique et on voit les structures R1 et R2. Voilà le document 3, donc c'est une électronographie de deux chromosomes de deux cellules B. Passons à l'exploitation du document 3 et préparons notre réponse. Alors, première chose par laquelle il faut commencer, c'est donner le nom des deux structures R1 et R2. Alors, d'après vos connaissances, vous devriez savoir qu'il s'agit de ce qu'on appelle les yeux de réplication. Donc, les yeux au pluriel ou bien un œil de réplication. Donc, R1 est un œil de réplication, R2 est un autre œil de réplication. Deuxième chose, voyez la taille des deux yeux de réplication. Il est très clair que R1 est beaucoup plus petite par rapport à R2. Et donc, deuxième constatation, R1 est plus petit et de plus petite taille que R2. Alors ici, il faut faire appel à ces acquis, à vos connaissances. Qu'est-ce que c'est que les yeux de réplication? Ce sont des structures microscopiques qui apparaissent sur les chromosomes et au niveau desquels il y a séparation des deux brins d'ADN pour la synthèse de deux nouveaux brins, selon le modèle semi-conservatif. Et donc, comment on va expliquer la différence de taille de R1 et R2 en considérant que R2 représente la progression dans le temps de R1. C'est-à-dire, R1 va apparaître par séparation de quelques nucléotides des deux brins d'ADN. Alors, quelques nucléotides, par exemple, on va dire 1000 nucléotides. Et puis, cette séparation va se poursuivre des deux côtés de l'œil de réplication, du côté droit et du côté gauche. Donc, on a commencé avec 1000. Maintenant, on va séparer de ce côté, par exemple, 500 nucléotides et de l'autre côté également 500 nucléotides. Et donc, le total, on va séparer 2000 nucléotides. Ainsi, la taille de l'œil de réplication va augmenter avec le temps. Et donc, R1 va passer vers R2. Ainsi, la réponse à la question 3 peut être de cette manière. On observe dans le document 3 deux yeux de réplication et ainsi de suite. Et enfin, on déduit que les cellules B. Voyons la réponse détaillée. On observe dans le document 3 deux yeux de réplication de différentes tailles. L'œil R1 est plus petit que R2. On peut proposer à cette différence l'explication suivante. L'œil de réplication R1 apparaît sur le chromosome pendant la phase S de l'interphase par séparation de quelques nucléotides des deux brins d'ADN parentaux dans le but de produire deux nouveaux brins. Ensuite, il y a séparation d'autres nucléotides des deux côtés de l'œil de réplication
ce qui permet sa croissance et sa transformation en R2. Et donc on peut déduire que les cellules B se trouvent en phase S de l'interphase, puisqu'on sait que les yeux de réplication n'apparaissent que pendant la phase S. Enfin, l'expérience 4, dernière expérience, on prélève des cellules après 19 heures du début de l'expérience 1 et on les observe au microscope optique. La micrographie du document 4 montre une des étapes observées. Voici le document 4. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Nommer la phase représentée dans la micrographie et réaliser un schéma interprétatif de la phase qui la précède. On va considérer le karyotype de la cellule mère de n égale 6. Donc il faut donner un nom à cette phase et ensuite réaliser un schéma interprétatif. Cinquième et dernière question. Résumer, d'après tout ce qui précède, comment les deux phénomènes étudiés dans l'exercice permettent-elles la transmission de l'information génétique d'une cellule mère aux deux cellules filles. Voyons le document 4. Qu'est-ce qu'il représente? Alors on voit une cellule avec des chromosomes en forme de V, donc deux lots de chromosomes qui ont cette forme de V et qui semblent migrer vers l'un des deux pôles de la cellule mère. Et donc ces caractéristiques permettent de dire qu'il s'agit de l'anaphase. Donc le document montre une cellule pendant l'anaphase. Et donc nous, il faut qu'on réalise un schéma de la métaphase, une cellule pendant la métaphase. Alors passons à la réponse numéro 4. Donc la micrographie du document 4 représente l'anaphase. Et donc le schéma qu'il faut faire, c'est celui d'une cellule en métaphase. Alors pour schématiser notre cellule pendant la métaphase, comme on l'avait dit dans une précédente vidéo, il vaut mieux commencer par le plan équatorial. Donc sur lequel on va représenter les chromosomes, le premier, ensuite le second, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Alors pourquoi j'ai représenté 6 chromosomes? Parce qu'on nous a dit le karyotype est 2n égale 6. Et j'ai utilisé 3 couleurs différentes donc pour dire que il y a 3 paires de chromosomes. La paire rouge, la paire bleue et la paire verte. Ensuite, je vais représenter les astères qui vont envoyer leurs fibres chromosomiques vers les centromères auxquels ils vont s'attacher. Ensuite, quelques fibres polaires et enfin la membrane plasmique. Maintenant, il faut la légende. Quelques noms. Fibres polaires, fibres chromosomiques, c'est-à-dire le fuseau mitotique ou bien achromatique, l'astère, un chromosome métaphasique, le centromère et la membrane plasmique. Et bien sûr, ne pas oublier un titre et encadrer votre schéma. Cinquième et dernière question qu'on va rappeler rapidement. Résumer, d'après tout ce qui précède, comment les deux phénomènes étudiés dans l'exercice permettent-ils la transmission de l'information génétique d'une cellule mère aux deux cellules filles? Alors on pourrait répondre de la manière suivante. Réponse 5. D'après les données de l'exercice, on peut résumer la contribution des deux phénomènes. D'abord, réplication de l'ADN. Deuxième phénomène, mitose. Alors voici une réponse détaillée. D'après les données de l'exercice, on peut résumer la contribution des deux phénomènes, c'est-à-dire la réplication de l'ADN et la mitose, dans la transmission de l'information génétique de la cellule mère aux deux cellules filles comme suit. Réplication de l'ADN. Au cours de la phase S de l'interphase, apparaissent des yeux de réplication le long de chaque chromosome par séparation des deux brins d'ADN parentaux, ce qui permet la synthèse de deux nouveaux brins. À la fin de cette phase, le chromosome devient bichromatidien, c'est-à-dire formé de deux chromatides, on peut dire dédoublés. Mitose, le deuxième phénomène,
la mitose et particulièrement l'anaphase. Au cours de cette phase, le centromère de chaque chromosome est clivé, c'est-à-dire coupé, ce qui permet la séparation des deux chromatides sœurs et la migration des chromosomes fils vers les deux pôles de la cellule mère. À la fin de la mitose, la cellule mère se divise en deux cellules filles ayant chacune la même information génétique. Voilà, j'espère que l'exercice vous sera utile et vous aidera à maîtriser davantage comment répondre aux questions de la partie raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Si vous avez encore des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et on se verra dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.